Les gars, Francis Ngannou nous a bien eu. Aujourd'hui, ou hier, les news sont sorties. Il avait dit qu'il allait faire une annonce il y a quelques jours et il l'a faite aujourd'hui. Grosse annonce, d'ailleurs, c'est lui qui l'a fait et pas le PFL, mais comme quoi il avait signé un deal enfin avec le PFL. Et le timing est parfait parce que c'est arrivé à un moment où tout le monde se mettait à en parler. J'avais fait une vidéo récemment et si je l'ai faite, c'est parce que j'ai vu que ça commençait à bouillir dans on va dire la sphère du MMA américaine. Tous les grands youtubeurs américains, les combattants et sur les forums, tout le monde en parlait. Où en est Francis? Après un an dans sa tentative de s'émanciper de l'UFC, les portes semblent se fermer. Il y avait beaucoup de news, que ce soit BKFC, ONE FC, les boxeurs avec lesquels il voulait se battre, qui bookaient d'autres combats. Il y avait beaucoup de news qui montraient, comment dire, qui étaient soit directement sur Ngannou, soit qui montraient que les portes étaient en train de se refermer. Et là, il y a cette annonce qui arrive à un timing quasiment parfait, qui moi me fait me dire que tout ça c'était quelque part calculé et qu'il a quand même une sacrée équipe derrière lui, ça c'est sûr. Et ce qui me fait encore plus le dire, c'est qu'il a sorti ce tweet il y a quelques jours où vous le voyez, il est là en mode tranquille et il y a écrit "Just fumbling the bag out there", ce qui est une expression en anglais. Fumbling the bag, ça veut dire foirer, rater son coup. Et "Just fumbling the bag out there", c'est en mode au calme, en train de foirer ma carrière. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Donc il y avait de l'ironie, il y avait de l'humour, il y avait du second degré et qu'en fait il avait un coup d'avance sur tout le monde. Et comme j'avais dit dans la précédente vidéo, ces annonces, ça peut être souvent des coups de com, parfois du bluff, comme l'a fait Dana White. Généralement, quand Dana White dit « je ne vais jamais faire ça », c'est pas du tout, c'est jamais définitif et parfois c'est même l'inverse. Et donc pour revenir dessus, Ngannou a donné une interview à Ariel Helwani hier, une longue interview d'1 heure, et donc je vais vous rapporter quelques éléments qui sont super intéressants là-dessus. Et donc il parlait des différentes news qu'il a vues. Donc d'après ce qu'il dit, si vous vous souvenez, BKFC, donc Bare Knuckle, la boxe à main nue, avait annoncé qu'il ne pouvait pas trouver d'accord avec Ngannou parce que ses demandes étaient réalistes. Et apparemment, Ngannou a simplement vu ce tweet, ces news, et il s'est réveillé en voyant ça. Il a demandé à son équipe qui lui a parlé parce que lui, il ne lui a pas parlé, il n'a jamais été en contact. Et que donc il ne comprend pas ce truc qui est sorti de nulle part. Ngannou n'a jamais été en contact avec le BKFC. Et tu as ce truc qui est sorti qui était peut-être soit quelque chose, je ne sais pas, peut-être un service demandé par l'UFC pour acculer Ngannou contre le mur ou le faire paraître comme acculé dos au mur. Soit un coup de com juste pour lui, pour parler de sa promotion, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'apparemment Ngannou n'avait aucun lien avec lui. Ensuite, il y a eu le ONE FC. Alors, dans l'histoire, le ONE FC, c'était assez récemment qu'il a dit qu'il ne pouvait pas trouver de deal avec Ngannou, que Ngannou en demandait trop et qu'il demandait de faire partie de l'entreprise, pas de juste être un employé, un combattant, un contracteur, d'être vraiment partie prenante dans l'entreprise en ayant un rôle exécutif. D'après Ngannou, ce qui s'est réellement passé, c'est que Ngannou avait déjà accepté le deal verbalement de PFL quand Chatri, donc le PDG de ONE FC, lui courait après en fait et lui proposait de se voir en Asie ou même que lui il aille au Cameroun. Donc apparemment il est allé jusqu'au Cameroun, ils sont restés 2 heures et Chatri n'a fait que essayer de vendre le ONE FC à Ngannou en lui montrant des stats, l'audience, tout ça. Et Ngannou, lui, est resté campé sur ses positions en disant bah, j'ai déjà un deal avec le PFL et ça m'étonnerait que tu puisses réussir à donner des meilleures conditions parce qu'il me donne tout ça. Et au final, ils n'ont pas vraiment discuté, même pas d'un deal. Chatri est parti. Et le lendemain, il voit les news, Chatri qui dit qu'on ne pouvait pas, on n'a pas réussi, tout ce qu'on a proposé à Ngannou, ça n'a pas marché, etc. Donc moi j'aurais tendance quand même à plus croire à Ngannou sur tout ça parce qu'Ngannou c'est un combattant, c'est un mec normal. Ces autres gars, c'est des businessmen, c'est des rapaces, ils comprennent la com. D'ailleurs, Chatri est allé direct le lendemain pour devancer au cas où si Ngannou sortait quelque chose, que lui il ait son truc d'avance. Donc ils ont tout ce côté insidieux, il y a beaucoup de com dans ce qu'ils font et donc beaucoup de bluff, c'est du business, c'est du jeu. Donc voilà, je pense que s'il y a une parole à croire, c'est celle de Ngannou. D'ailleurs au passage, moi je vois son interview en anglais. Et franchement, s'il y a encore un chapeau à tirer à Ngannou, c'est sur apprendre une langue après ta trentaine et la parler aussi bien. Franchement, ça c'est dur et encore une fois, chapeau à Ngannou pour ça. C'est super fort et il parle un anglais, il peut très bien s'exprimer en anglais aujourd'hui et donner des longues interviews et parfois des choses complexes. C'est quand même vachement fort de sa part. Donc pour revenir sur le PFL lui a apparemment présenté le deal.
avec toutes les conditions qu'il voulait. Parce que bon, il a déjà fait comprendre tout ce qu'il attendait de l'UFC et comment il voulait un peu changer le sport. Le PFL est venu avec le deal et il a dit tout de suite que c'était pas mal et c'était même très bien, mais qu'il voulait discuter de certains trucs. Et ils ont fait un accord verbal il y a 2 mois. Le PFL avait officiellement communiqué dans les news. Nous avons trouvé un accord avec Ngannou, mais évidemment, quand c'est pas fait, c'est pas fait. Donc les gens n'ont pas relevé. Les gens ont relevé ce qui était sûr, c'est-à-dire les portes qui se fermaient, mais ce qui n'est pas signé n'est pas signé. Même s'il y avait cette piste, on voyait que des mauvaises nouvelles de tous les côtés. Donc, et je pense que, je ne sais pas si l'équipe y est pour quelque chose quelque part, parce que les news étaient en ébullition, tout le monde était en train de se dire que c'était la fin. Pour lui, il y avait beaucoup de. Et quand je dis tout le monde, je ne parle pas sur les forums français ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a qui viennent me dire dans les commentaires, ouais, machin, non, c'est pas vrai, personne dit ça. Moi, j'ai la chance de bien comprendre l'anglais. Et mon objectif, c'est justement ramener pour l'audience française des news qui se disent dans la sphère anglophone, américaine, c'est-à-dire à la source, quoi, de ce que ce soit les youtubeurs ou dans des forums sur Reddit, et des choses, des conversations dont les Français n'ont pas forcément conscience, surtout s'ils ne parlent pas l'anglais. Et aussi parce que j'ai constaté que énormément d'acteurs du journalisme MMA en France, ils ont une connaissance de l'anglais scolaire, on va dire, et qui ne leur permet pas forcément de retranscrire toutes les nuances ou toutes les informations parfaitement, ou ni même de vraiment se renseigner à la source quand il s'agit du MMA. Et donc moi, mon but, c'est pour vous, entre autres, c'est d'être le thermomètre planté dans le monde des informations MMA et de la conversation MMA américaine, c'est-à-dire à la source. Voilà, petite parenthèse. Donc pour revenir sur le deal PFL, c'est un deal énorme, c'est du jamais vu, c'est historique et je vais vous revenir plus tard pour dire à quel point c'est historique et quel est l'impact. Mais là, Francis Ngannou n'a pas signé un deal pour quelques combats, c'est 10 fois mieux que tout ce qu'il aurait pu avoir à l'UFC. Il n'a pas signé un deal pour quelques combats, il a signé un deal pour la vie. C'est-à-dire qu'il est employé, il va avoir une position, il n'est plus contracteur. Donc il passe quelque part du juste l'employé, du juste le contracteur, à un vrai businessman. Parce qu'il s'agit d'avoir des parts dans la boîte, il s'agit d'être président de PFL Africa. Donc le PFL va lancer des plus petites ligues régionales. Donc pour chaque continent, il y a déjà le PFL Europe et donc il va y avoir PFL Africa, dont Francis Ngannou va être le président. Et également, il va avoir une place dans ce qu'on appelle le comité consultatif de la boîte pour représenter les intérêts des combattants. Et donc c'est exactement ce qu'il voulait, c'était se battre pour les intérêts des combattants qui, il est vrai, les combattants ont une situation très précaire et sont très vulnérables et à la merci des promoteurs. Dans ce deal, il y a différentes choses que Ngannou voulait, qui étaient notamment la capacité de boxer, c'est-à-dire que tout ce qui est MMA avec le PFL, eh ben, il reste avec le PFL, c'est normal, c'est son contrat, mais n'importe quel autre sport de combat, il a le droit d'aller le faire en dehors du PFL. Ce qui n'est pas le cas avec l'UFC, c'est-à-dire qu'à l'UFC, quand tu es comme si tu étais auto-entrepreneur, en fait, tu n'es pas salarié, tu es contracteur, tu fais des contrats. Et c'est comme si tu étais freelancer, en fait, mais tu es traité comme un employé dans le sens où tu lui dois l'exclusivité. Les gens à l'UFC n'ont pas le droit d'aller faire un combat de boxe ailleurs. Alors, ils font parfois des petits combats de grappling, mais ils n'ont pas le droit d'aller faire un combat de boxe anglaise. Ils n'ont pas le droit d'aller faire un combat de kickboxing. Et ils n'ont pas le droit, évidemment, d'aller dans une autre organisation de MMA pour un combat. Ça, à la limite, on comprend. Et même pour Conor McGregor, quand il a fait son combat de boxe contre Floyd Mayweather, eh ben, il l'a fait avec l'UFC. C'est parce qu'il était suffisamment gros, justement à l'époque, pour créer un énorme événement qui allait d'ailleurs faire mieux connaître l'UFC et donc bénéficier à l'UFC et lui bénéficier à lui, que Dana White a accepté de co-promouvoir. C'est-à-dire qu'il n'était pas libre d'aller boxer. Il devait boxer, mais être sous l'égide de l'UFC quand même, tu vois, sous la promotion de l'UFC. Donc il n'était pas totalement libre. Là, Ngannou a la possibilité d'aller faire des combats de boxe anglaise. Son but, c'est d'en faire un cette année. Et de combattre en MMA l'an prochain. D'ailleurs, donc il veut faire un premier combat cette année qui serait ce qu'il appelle un tune-up fight, c'est-à-dire un petit combat pour tester, quoi, pour tester la température, voir ce que c'est qu'un combat de boxe anglaise avec un pro en boxe anglaise et plus du MMA. Et pour ensuite, l'an prochain, éventuellement passer sur un gros adversaire du type Tyson Fury, Deontay Wilder. On verra ça où ils en sont. Visiblement, là, c'est quand même compliqué. Et en plus, Fury semble être quelqu'un de très compliqué avec qui travailler. Et il a dit qu'il était pour l'instant en discussion avec The Money Team, donc c'est-à-dire l'équipe de Floyd Mayweather. Ngannou, bien sûr, depuis le début, comme je vous ai parlé des intérêts des combattants, il voulait plus de droits. Il s'est beaucoup battu et parmi ce qu'il voulait, et c'est très généreux et altruiste de sa part, c'est-à-dire qu'il voulait aider
les autres combattants, pas que lui-même, à avoir ce qu'on appelle des avantages d'employés, mais également être mieux payé. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai problème de rémunération à l'UFC. Je vous montre ce chiffre. L'UFC, en 2019, n'a reversé que 16,5% de ses revenus aux combattants. Alors que n'importe quelle autre ligue de sport majeur, NBA, NFL, MLB, le baseball et même le foot, il y a environ 50% qui sont reversés aux athlètes. Et ces 50%, c'est du pur revenu. C'est-à-dire que l'UFC, quand il paye quelqu'un, comme vous le savez tous, cette personne, elle doit payer des impôts, ça c'est normal. Elle doit payer ses coachs, elle doit payer sa nutrition, ses soins. Elle doit tout payer en fait. Donc, en plus de ton revenu, tu dois déduire tous tes frais de travail. Alors qu'un basketteur NBA, un footballeur américain dans la NFL, il reçoit son salaire, mais son entraînement, ses soins, tout ça, c'est sur le club. Donc vous voyez quand même l'énorme différence et à quel point les combattants UFC sont maltraités, rien que dans ce chiffre. Alors, c'était en 2019, vous me direz, ça a peut-être changé depuis. Je pense que si ça a changé, ça reste en dessous des 20%, mais si ça a changé, ça va même changer à la baisse, dans le pourcentage, parce que l'UFC, ses revenus augmentent, mais on ne voit pas la paye des combattants augmenter significativement à ce point-là. Donc, ce qu'il a demandé à Ngannou, c'est que le mec en face de lui qu'il combattra fasse un minimum de 2 millions de dollars pour son combat. 2 millions. D'ailleurs, ça ne nous dit pas quel est le salaire que lui, il va faire. Mais bon, ça reste quelque chose de super classe de sa part, de super altruiste, parce qu'il disait justement, moi je ne veux pas que le fait que je demande autant d'argent pour me battre fait qu'en fait ils vont rogner sur la paye de mon adversaire, qui lui, bien sûr, acceptera n'importe quoi pour avoir cette opportunité de se faire un nom. Et d'ailleurs, c'est ça le problème dans le MMA, c'est que plein de mecs acceptent des petits salaires pour l'opportunité de se faire un nom, pour peut-être avoir un shot pour le titre, pour plaire à l'entreprise, pour être mieux traité, parce que justement, ils sont à la merci. Et là, donc ça montre Ngannou qui fait un geste extrêmement classe et il disait qu'il se sentirait mal si le mec en face devait être moins payé juste parce que lui, il a demandé tout ça. Donc, il a voulu une garantie pour son adversaire qu'il affronterait. D'ailleurs, comment il l'affronterait, comment ça se passe, est-ce que Ngannou sera justement dans la division poids lourd? Il sera dans la division poids lourd, mais ils ont un truc spécial qui s'appelle la Super Fight Division chez le PFL et le truc, c'est que ça sera en pay-per-view, entre autres d'ailleurs, sur lesquels Ngannou va toucher 50%. C'est énorme, 50%, je ne sais pas si vous savez. D'après les chiffres que j'ai lus, mais donc je ne suis pas certain, c'est qu'à l'UFC, quand il y a des parts sur le pay-per-view, donc quand les champions ou les têtes d'affiche en pay-per-view se battent, ils ont entre 1 et 3 dollars. C'est ce que j'ai entendu. Mais moi, par rapport à d'autres chiffres que j'ai vus, ça ne me paraît pas concordant. Mais toujours est-il qu'ils sont très loin d'être à 50% du pay-per-view. C'est-à-dire qu'ils sont, enfin quand je dis soit 1 ou 3 dollars, c'est 1 ou 3 dollars sur la vente d'un pay-per-view. Un pay-per-view se vend à 70 dollars, il gagne 1 dollar, 3 dollars, j'en sais rien, par pay-per-view. Mais bon, les chiffres ne concordent pas avec d'autres choses que j'ai vues, donc j'en sais rien, mais ça reste super loin de 50%. Et 50%, c'est énorme. Ça se rapproche de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la part de revenus qui est reversée aux combattants dans l'UFC. Donc cette division Super Fight, c'est pas encore super clair sur ce que ça va être, mais ça va être une espèce de grosse division où vont se battre des stars, des personnes qui peuvent ramener énormément de vues. Et pour l'instant, il y a Ngannou et quelques autres combattants dont on discutera qui sont dans le PFL justement. L'autre grande info, c'est la capacité d'avoir des sponsors. Parce que ça a été retiré aux combattants de l'UFC, qui avons gagné beaucoup de l'argent et qui maintenant sont obligés d'utiliser les sponsors de l'UFC. Et il disait d'ailleurs, il racontait à Ngannou que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a peut-être 3 ans, l'UFC a eu un deal avec Crypto.com. Et donc vous voyez Crypto.com écrit partout sur les maillots des combattants. Et Ngannou, un petit peu avant ça, il était en train de discuter justement avec une entreprise de crypto pour avoir un deal pour 1 million de dollars. Et il apprend ça, que l'UFC a fait ce deal avec Crypto.com. Et du coup, lui, son contrat est caduc, il ne pourra pas être signé puisque voilà, il y a une concurrence, conflit. Et là-dessus, personne ne touche un centime. C'est-à-dire que Crypto.com paye des millions, on ne sait pas combien, dans les dizaines de millions à l'UFC pour être sur les maillots. Les combattants n'en touchent pas un centime. C'est ça qui est dingue. Et là, donc, il aura le droit d'avoir des sponsors et les revenus lui reviendront directement, ou peut-être qu'il paiera une part au PFL, mais il aura le droit d'aller choisir ses sponsors qu'il veut sur les shorts. Donc, pour ce qui est du MMA strict, il y aurait un combat, apparemment il a dit, pour l'instant pas de combat en 2023 en MMA, il vise février-mars pour revenir. La question c'est contre qui,
On ne sait pas trop, c'est peut-être une personne qui n'est pas encore là, parce que voilà, ils vont avoir besoin d'un nom pour mettre en face d'Ngannou pour qu'ils soient intéressés. Alors le PFL, parce que c'est encore une ligue peu connue, même si quand même elle a fait, elle a beaucoup d'expositions, elle est vachement relayée, notamment le fait d'être sur ESPN aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent d'un beIN Sport, quoi. C'est la plus grosse chaîne de sport. Le PFL est peu connu en France et encore peu regardé même en général. Ça reste une ligue secondaire et moins connue, je pense, par les gens que le ONE FC ou le Bellator. Mais tout le monde a un petit peu vu au moins des images qui ont été assez virales et ont entendu parler de tel ou tel combattant qui partait là-bas ou de tel ou tel combattant qui était là-bas et qui fait beaucoup de bruit, notamment Kayla Harrison, qui est une combattante. Donc le PFL, qu'est-ce que c'est? Le PFL, c'est le rachat d'une entreprise qui s'appelait, enfin d'une ligue qui s'appelait le World Series of Fighting, WSOF, qui lui a été créé en 2012. Donc c'est une ligue créée en 2012, qui est une petite ligue, voilà, qui a vivoté. Et en 2017, elle a été rachetée. Et il y a eu de gros investisseurs qui sont venus dedans, avec beaucoup de connexions, des gens qui sont déjà investisseurs dans le sport en fait, et qui ont l'intention d'en faire quelque chose de gros et surtout d'innover, de secouer le monde du MMA. Et ils ont complètement revu la ligue, en fait, que ce soit sa structure, sa manière de fonctionner et son branding. Donc, ils l'ont changé en PFL, Professional Fighters League. Parmi les investisseurs, l'infâme George Soros. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Je ne comprends pas, mais bon, ça va, il est actionnaire minoritaire. Donc, c'est une ligue qui a très vite eu un deal avec ESPN, c'est en 2018, justement grâce à tous ses contacts dans le sport, parce que ces investisseurs sont déjà des investisseurs du monde du sport, et grâce à ça, il y a une énorme exposition et un aspect déjà très professionnel, et d'ailleurs, comme son nom l'indique, c'est professionnel. Ils innovent en ayant apporté notamment un truc qui s'appelle la Smart Cage, donc la cage de MMA qui est intelligente, et qui te donne des statistiques en live sur le combat. Alors ça ne sert pas forcément énormément sur le scoring en lui-même, mais il y a des choses très intéressantes. Tu peux connaître la vitesse d'un coup parce qu'ils ont une puce dans les gants qui permet de mesurer la vitesse du coup qui est donnée, les calories brûlées par les combattants, donc tu sais qui est plus ou moins fatigué, qui a balancé son cardio, et également apparemment une mesure des dégâts, donc de la force des coups. Ça c'est super intéressant et même si ça peut être un peu du folklore amusant pour l'instant, ça reste une innovation. D'ailleurs, tout ça, je crois que c'est breveté, donc il n'y a que eux qui l'ont. Et pourquoi pas, peut-être que ça aidera justement cette idée de dégâts, etc. Ça aidera à mieux scorer des combats. Maintenant, je ne suis pas sûr que les juges s'en servent parce que ce sont des juges de la commission et qui sont censés juger tous les combats de MMA de la même manière. Ils sont très uniques dans le sens aussi où ils ont un système de tournoi avec des saisons comme les autres combats, c'est-à-dire que vous avez des poules et puis les gens s'affrontent et puis ça fait des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, etc. Et c'est très méritocratique, c'est un système de points parce que, alors évidemment, tous ceux qui sont dans les poules ne vont pas affronter tout le monde pour déterminer s'ils vont en 16e de finale ou 8e de finale. Il y a des systèmes de points en fonction de si vous terminez le combat dans les rounds, si vous terminez le combat ou pas, et puis si vous le gagnez ou si vous le perdez. Et c'est très méritocratique. D'ailleurs, si tu rates le poids, il y a une très grosse punition, c'est-à-dire que tu as 0 point pour ton combat et en plus tu donnes 20% de ta paie à ton adversaire. Donc là, pour le coup, ils vont être très stricts là-dessus, il n'y aura personne qui pourra tricher et du coup, pas forcément grand monde qui pourra cutter énormément. Ils ont signé quelques anciens de l'UFC. En ce moment, il y a encore Yorgan De Castro. Il y a Olivier Aubin-Mercier, qui est d'ailleurs, je crois, champion dans leur division lightweight, ou en passe de le devenir. Shane Burgos, le plus récent. Et il y a eu Anthony Pettis aussi, qui avait été signé. Je ne sais pas si. J'ai pas vu dans les classements. Je ne sais pas s'il fait encore des combats, mais voilà. Et à qui il donnait des meilleurs payes. C'est-à-dire que Shane Burgos a dit je me fais beaucoup plus d'argent dans le PFL que dans l'UFC. Alors qu'en plus, Shane Burgos, c'était pas n'importe qui. C'était quand même quelqu'un, allez, dans le top 10, top 5 des featherweight dans l'UFC, quoi. En plus, c'est même pas n'importe quelle division. Donc, c'est assez flippant. Alors, le PFL semble assez vocal depuis le début sur ce qui est de la rémunération des combattants et leur traitement équitable. Et ils ont d'ailleurs signé avec le youtubeur boxeur Jake Paul. On l'aime pas.
Mais il a toujours été, lui, très vocal quant à la rémunération des combattants. Il s'en est toujours pris directement à Dana White. Il avait même fait un clip où il se foutait de sa gueule, où il disait que tu dois payer des combattants. Et il s'est même montré très généreux en général, parce que grâce à lui, beaucoup de mecs se sont fait beaucoup d'argent. Et notamment la soirée où il s'est battu contre Tyron Woodley, il a, je crois, partagé la moitié de ses revenus et l'a redistribué à tous les combattants sur la carte, tous les boxeurs sur la carte. Donc Tyron Woodley, tout le monde a accepté le deal, sauf Tommy Fury. Évidemment, normalement, ils veulent se battre. Il n'a pas accepté l'argent, mais lui était déjà bien payé. Et il a payé aussi la boxeuse Amanda Serrano, qui se serait fait, allez, je ne sais plus, mais moins de 100 000 $ et il lui a donné 500 000 $. Parce qu'elle a plein de titres, etc. Et que c'est vrai qu'elle n'est pas payée à la hauteur de ce qu'elle mérite. Donc c'est quand même si on l'aime pas, même s'il peut être très énervant, que c'est un YouTuber qu'il a ce côté connard, bah, mine de rien dans les actes, il agit pour rémunérer les combattants, pour leur offrir une voix, parce que si c'est pas eux qui peuvent se permettre de parler quand ils sont encore en train de se battre, parce que sinon ça va niquer leur contrat ou leur relation avec leur promotion. Et donc, bah, il en fait beaucoup pour les combattants et ça montre la volonté du PFL justement de mieux traiter les combattants, de leur offrir de meilleures conditions de signer un mec comme lui. Et il sera lui aussi dans la division Super Fight. Ils ont également signé Cédric Doumbé, si vous en avez entendu parler, qui lui a dit que le PFL lui offrait énormément d'argent, beaucoup plus d'argent comparé à l'UFC. Déjà, ça en dit long que l'UFC ne soit pas capable de faire une offre à Cédric Doumbé, 7 fois champion du Glory, de lui faire une offre qui soit à la hauteur de ce qu'il mérite, c'est hallucinant. Et ça montre à quel point l'UFC essaye de donner très peu. D'ailleurs, il y a eu aussi ces chiffres qui sont sortis, c'était Tenshin Nasukawa, si vous savez qui c'est, un kickboxer qui a fait du MMA aussi, japonais, hyper fort. Il se faisait des millions en se battant contre Mayweather, d'ailleurs, en boxe anglaise, il s'est fait écraser, quoi. Mais c'était juste une exhibition, comme ils disent en anglais, c'était juste un show. Il se fait des millions avec ça et l'UFC lui propose quoi? Un contrat de 30 000. Évidemment, il a refusé, alors qu'en plus, ça aurait été génial de l'avoir dans la division flyweight de l'UFC. Mais bon, tant pis. Le PFL est en train de grandir énormément et a des très grosses perspectives parce que justement, ils ont des gros investisseurs qui voient sur le long terme. Pour l'instant, évidemment, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais le PFL est en passe de apparemment racheter le Bellator. Il y a des rumeurs. Pour l'instant, ça reste à l'état de rumeurs. Mais ce qui semble confirmer ça, c'est le fait que justement le Bellator a été très silencieux dans l'affaire Ngannou. On n'a pas entendu parler d'offres ni de négociations entre le Bellator et Ngannou. Et peut-être que c'est pour cette raison, parce que le Bellator sait qu'il va être acheté par le PFL. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Si ça se passe, c'est énorme, parce que ça veut dire que le roster du Bellator rejoint le PFL. Alors, ça veut peut-être dire qu'il y a une bonne partie qui vont se faire licencier, si on pouvait dire ce mot, mais ce n'est pas des employés. Voilà, et ça va consolider le PFL et le PFL va vraiment, enfin en prenant le Bellator, il n'y aura vraiment plus que à la limite le ONE FC. Et encore, le ONE FC n'est pas devant le PFL. Avec un deal pareil, tu montres que c'est le PFL qui est vraiment le numéro 2. Voilà, donc ce deal entre Ngannou et le PFL, c'est historique. Je reviendrai dans une autre vidéo, j'aimerais bien expliquer exactement ce que c'est que le PFL, parce que c'est vrai que peu de gens encore connaissent et à quel point c'est unique, et à quel point c'est différent, et à quel point c'est un potentiel énorme. Je vais revenir dans une prochaine vidéo, je pense que ce sera ma prochaine vidéo d'ailleurs sur le PFL, plus exactement, plus en détail ce que c'est, comment fonctionne leur système de saison et de tournoi. Parce qu'ils sont vraiment en train de changer le sport. Et là, ce deal, il va changer le sport, mais plus profondément, même pas dans les règles ou dans comment il se présente, mais vraiment dans sa structure même et la place des combattants dans l'entreprise. Et du coup, leur bien-être et leurs conditions de vie, qui est en fait extrêmement important, même si pour la plupart des fans, ils s'en foutent, c'est super important. D'ailleurs, pour le fan moyen qui s'en fout, tu vois, qui veut juste voir des beaux combats, ce deal, c'est une super mauvaise nouvelle. Parce que pour l'instant, c'est pas intéressant. Parce que les gens qu'on a envie de voir se battre contre Ngannou, bah, c'est John Jones, c'est Gane, c'est Almeida. Là, on ne sait pas contre qui il va se battre. Contre des no-names, ça intéresse personne. Sportivement, c'est pas hyper intéressant comme deal. Mais c'est super intéressant d'un point de vue structurel et économique. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'historique. Et c'est historique, pour vous dire à quel point c'est historique, même Conor McGregor n'a jamais réussi à avoir des parts dans l'UFC alors que c'est ce qu'il demandait. Il n'a jamais réussi à en avoir. Alors que c'est le chouchou de Dana White, que Dana White lui donnerait tout, pas de part. Il veut surtout pas que les combattants
commencent à avoir de la liberté, commencent à avoir un mot à dire vraiment dans comment ils sont traités et dans comment se passe le jeu. Alors qu'en fait, le combat, c'est avant tout les combattants. C'est eux qui devraient venir en premier quand il s'agit de rémunération et de conditions et de pouvoir en parler. L'autre raison pour laquelle c'est historique, c'est que si vraiment, parce que là, c'est que le début du deal, si vraiment Ngannou arrive à en faire quelque chose, qu'il arrive à faire en sorte que d'autres combattants un peu le suivent, portent leurs couilles, tu vois, pour aller se battre pour leurs droits, même si bien sûr il fallait qu'un gros comme lui le fasse en premier pour que d'autres puissent le faire. C'est pas un mec comme Shane Burgos qui est numéro 5 dans ce rang qui aurait pu faire la même chose qu'Ngannou. Donc voilà, on espère que d'autres combattants suivront, on espère aussi que le PFL sera capable de accorder autant de choses à d'autres combattants, mais déjà Ngannou est dans le comité exécutif, consultatif, j'en sais rien, je ne saurais pas comment traduire en français, je ne sais même pas s'il y a un mot pour le traduire en français, mais il est dans ce comité pour représenter les combattants. Pour la première fois, il y a un combattant qui représente les combattants, qui représente leurs droits au sein de l'exécutif d'une entreprise, d'une ligue de MMA. C'est complètement fou. Pour moi, il y a quelque chose de comparable au Ali Act. Le Ali Act, c'était une loi, un projet de loi sorti en l'an 2000 aux États-Unis, en l'honneur de Mohamed Ali, bien qu'il ne soit pas impliqué dans la rédaction ou quoi que ce soit, ni la promotion de cette loi. C'est une loi qui est sortie sur le monde de la boxe anglaise pour protéger les boxeurs, donc notamment faire en sorte que les contrats soient transmis à des autorités, des commissions qui sont créées dans chaque État pour qu'ils puissent voir qu'il n'y a pas de clause abusive, que le boxeur ne se fait pas abuser. Les promoteurs sont obligés de révéler au boxeur et à son management combien d'argent va être gagné ou a été gagné dans un combat, etc. pour que lui puisse décider de sa part, parce que ça, l'UFC, les athlètes dans l'UFC, ils ne savent rien de combien ils ramènent. Ils connaissent les revenus à l'année, mais ils ne savent pas combien eux ils ramènent. Ils ne savent pas combien a ramené leur soirée de combat au total. Et entre autres aussi, le ranking, le système de ranking appartient au boxeur. C'est-à-dire que tu es numéro 5 mondial, tu quittes un promoteur, tu veux aller voir un autre promoteur, tu es toujours numéro 5 mondial. Là, si tu es numéro 5 dans ta division à l'UFC, tu quittes l'UFC, tu es 0, tu n'es rien, et on donne la numéro 5 à quelqu'un d'autre. Tu es 0, tu as juste ton nom et peut-être tes followers Instagram. Voilà, il n'y a pas que ça, c'est une suite de lois assez complexes, je ne peux même pas tout retranscrire, mais qui vise à protéger les combattants et ça les a beaucoup protégés, enfin les boxeurs. Et d'ailleurs, il a souvent été question de l'étendre au MMA, mais ça ne s'est toujours pas fait. Mais on est sur quelque chose de ce calibre. Il y avait bien eu des tentatives de syndicalisation dans l'UFC qui n'ont jamais abouti et c'est bien malheureux parce que malheureusement le MMA est comme ça, il y a énormément de pression de l'UFC et également les combattants sont ce qu'ils sont, c'est un sport individuel et on se bat les uns contre les autres, donc on est dans une idée de se tirer dans les pattes et de ne pas hésiter à saisir l'opportunité si l'autre veut faire la grève et donc ça a toujours échoué. En tous les cas, c'est une excellente nouvelle pour l'expansion du MMA et pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne affronter le monopole de l'UFC. On espère que le PFL arrivera à secouer le cocotier.